Heinrich Himmler, l'un des architectes incontestables du Troisième Reich, ne nourrissait pas seulement des ambitions militaires, mais aussi une vision plus profonde, une obsession qui mêlait les anciennes légendes germaniques à une perverse idée de pureté raciale. Cet homme, mince et portant des lunettes rondes, cachait derrière son apparence insignifiante un esprit tortueux et dangereux. En 1929, lorsque Himmler prit le contrôle de la SS, celle-ci n'était qu'un petit groupe de 280 hommes. Cependant, dans l'esprit d'Himmler, cette organisation était une argile qu'il allait façonner pour créer une nouvelle élite. Un ordre militaire qui transcenderait l'histoire, tout comme les chevaliers teutoniques du Moyen-Âge. Ce dernier avait émergé au XIIe siècle sous le nom de serviteurs de Sainte-Marie de la maison allemande, jurant chasteté, pauvreté et obéissance, tout en brandissant des épées sous le symbole d'une croix noire sur un manteau blanc. Himmler se sentait inspiré par la brutalité de cet ordre militaire médiéval, enveloppé dans un manteau de foi, tout en détruisant tous ceux qui ne s'alignaient pas avec sa vision divine. Dès le premier moment, Himmler considéra la SS comme un outil, un véhicule pour matérialiser ses fantasmes d'une race aryenne pure, sans mélange ni faiblesse. Sous sa direction, la SS grandit rapidement. En 1933, elle comptait déjà 52 000 membres, tous soigneusement sélectionnés. Il ne suffisait pas d'être un fervent nazi. Non. Il fallait répondre aux normes de pureté raciale qu'il définissait lui-même. Celui qui ne correspondait pas au modèle était écarté sans ménagement. Son obsession pour l'histoire et la mythologie germanique l'amena à chercher dans le passé une justification à ses actions dans le présent. Pour lui, les SS n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient un nouvel ordre de chevaliers, une réincarnation des chevaliers teutoniques, ces guerriers chrétiens qui avaient combattu pour l'expansion de leur foi en terre païenne. Cependant, au lieu de la croix, ces nouveaux chevaliers combattaient pour la svastika. Et leur foi n'était pas en un dieu, mais en un Führer. Himmler les voyait comme les gardiens du futur arien, ceux qui protégeraient la pureté de la race et assureraient la domination nazie sur l'Europe. Mais il avait aussi besoin de doter la SS d'une aura mystique, d'un lien avec le surnaturel qui leur donnerait un sens de la mission au-delà du monde terrestre. Himmler promut un culte des ancêtres parmi ces hommes, croyant qu'en vénérant leurs ancêtres, la race resterait pure et l'esprit allemand resterait immortel. En 1939, la SS s'empara de l'église de l'ordre teutonique à Vienne, un acte symbolique qui unissait le passé au présent, consacrant la SS comme les héritiers de cet ordre médiéval. Mais Himmler ne s'arrêta pas là. Il créa un ensemble de symboles et de coutumes qui consolidèrent l'identité de la SS comme une élite séparée du reste de la société allemande. Le logo des deux runes en forme d'éclair, adopté en 1932, était l'un de ces symboles. Il s'agissait d'une création de Guido von List, un occultiste autrichien qui avait conçu 18 runes en 1906. La rune originale, connue sous le nom de Sowilo, représentait le soleil, mais Himmler la transforma en symbole de la victoire nazie. Ce symbole, chargé de signification ésotérique, devint une marque redoutée dans toute l'Europe. Un autre symbole qu'Himmler adopta avec ferveur fut le Totenkopf, la tête de mort, qui avait déjà été utilisée par des unités militaires allemandes pendant des siècles. Cependant, entre ses mains, le crâne se transforma en quelque chose de plus qu'un simple emblème militaire. C'était un serment de loyauté jusqu'à la mort, un engagement que chaque membre de la SS assumait en recevant son anneau avec le crâne. Pour Himmler, ces anneaux n'étaient pas de simples objets. C'étaient des reliques qui ne devaient jamais être vendues et devaient lui être retournées lorsque leur porteur décédait. Ces anneaux, gardés à la Wewelsburg, devinrent le rappel perpétuel des morts, un monument à la fidélité sans fin. Les coutumes traditionnelles allemandes n'échappèrent pas non plus à la refonte d'Himmler. Pour lui, les rites chrétiens étaient inadéquats pour la nouvelle élite. C'est pourquoi il créa des cérémonies propres à la SS qui remplaçaient les cérémonies traditionnelles. Les baptêmes furent remplacés par des rituels de nomination, les mariages devinrent des cérémonies aryennes, les funérailles chrétiennes furent complétées par des rituels de la SS et les célébrations du solstice d'été et d'hiver furent instituées comme des festivités centrales. L'endoctrinement idéologique qu'il mit en place au sein de la SS n'était pas seulement un outil de contrôle, mais aussi une manière de donner un sens aux actes les plus brutaux.
Sous l'Auftragstaktik, Himmler permit aux officiers de rang inférieur d'agir avec une indépendance terrifiante, exécutant ses ordres avec une liberté qui aboutissait souvent à des atrocités indescriptibles. Cette tactique garantissait que la culpabilité se diluait parmi les nombreux participants, créant une armée d'assassins sans remords, chacun convaincu qu'il accomplissait un devoir sacré. Et ainsi, sous le commandement de cet homme à l'apparence insignifiante, la SS se transforma en une machine de mort, un ordre de chevaliers sombres qui semait la terreur à travers toute l'Europe, croyant qu'il forgeait un nouvel ordre mondial. Torches et serments, le rituel de la terreur dans la scène des SS. Les défilés et serments de fidélité des SS nazis étaient des spectacles soigneusement orchestrés pour consolider la loyauté et le fanatisme au sein de l'organisation, ainsi que pour projeter leur pouvoir devant le monde. Au centre de ces événements se trouvait une sombre paradoxe, la glorification de la mort et de la brutalité, enveloppée dans un manteau de rituels et de symbolisme qui prétendait relier les SS à une tradition presque mythique. Cette narration commence au début des années 1930, lorsque Heinrich Himmler commença à façonner l'organisation selon sa vision tordue de la pureté raciale et de la discipline militaire. L'obscurité descendait comme un lourd manteau sur les rues pavées de Nuremberg, où les ombres de milliers d'hommes en uniforme s'étendaient jusqu'à se perdre dans la pénombre. C'étaient les soldats de la Schutzstaffel, alignés comme des pions sur un immense échiquier, prêts à défiler sous les torches allumées qui brillaient comme des lucioles empoisonnées dans la nuit allemande. C'était l'année 1934 et la ville se préparait à être témoin de l'un des spectacles les plus troublants que l'histoire ait jamais connus. Au milieu du fracas des tambours et du résonnement des bottes marchant à l'unisson, les hommes en noir avançaient comme une vague imparable, chaque pas mesuré, chaque regard vide. Dans l'air, l'odeur de la poudre et de la sueur se mêlait à l'odeur rance de la peur. Cette peur que les Allemands avaient appris à déguiser en respect, sous le regard attentif du Führer. Là-haut, il était là, observant ses fidèles avec les yeux de quelqu'un qui se sentait comme un dieu égocentrique et malade de pouvoir. Et en bas, dans la poussière de la place, les âmes des soldats des SS se rejoignaient dans un serment qui les enchaînait à une loyauté aveugle, à une dévotion qui entraînerait bientôt toute l'Europe dans l'abîme. À cette époque, les rues d'Allemagne étaient devenues des scènes de théâtre macabres. Les SS, avec leurs imposants uniformes noirs, marchaient en formation parfaite, défilant dans des villes qui, peu à peu, succombaient au charme du pouvoir nazi. À chaque défilé, les visages inexpressifs des spectateurs reflétaient un mélange de crainte et d'admiration, tandis que les tambours marquaient un rythme qui résonnait comme le battement d'un cœur malade. La vue de milliers d'hommes, tous taillés sur le même modèle, se déplaçant en synchronie comme une machine dépourvue d'humanité, suffisait à semer la terreur dans le cœur de quiconque osait remettre en question l'autorité du Führer. Le moment culminant de ces défilés arrivait avec la tombée de la nuit, lorsque la lumière des torches transformait les ombres en bêtes dansantes. Le feu, un élément récurrent dans les rituels des SS, servait de symbole de purification, mais aussi de destruction. La flamme, qui dans d'autres cultures avait été un phare d'espoir, se transformait entre les mains des nazis en un outil de domination. Les torches levées vers le ciel sombre illuminaient les visages endurcis des SS, mais c'était surtout un avertissement clair, un rappel de CE qui attendait ceux qui oseraient s'y opposer. De même, année après année, la célébration du Gründungstag des SS devenait un rappel de la fondation de cet ordre. Les hauts officiers, vêtus de leurs plus beaux atours, récitaient des serments qui sonnaient plus comme des malédictions que comme des mots de loyauté, tandis que leurs yeux se perdaient dans la distance. De cette manière, les défilés n'étaient pas le seul reflet de la dévotion aveugle envers le Führer. Les serments de loyauté, prononcés lors de cérémonies qui ressemblaient davantage à des rituels religieux qu'à des actes militaires, scellaient le destin de ceux qui rejoignirent les SS. Sous le regard attentif de Himmler et d'autres hauts responsables, les nouvelles recrues, vêtues de leurs uniformes impeccables, prononcèrent les mots qui, selon eux, les liaient à vie à Adolf Hitler. D'une main levée, qui était le salut nazi typique, ils juraient fidélité non seulement au Führer, mais aussi à la cause du national-socialisme, une idéologie qui glorifiait la mort et méprisait la vie.
La solennité de ces serments était accentuée par l'environnement dans lequel ils se déroulaient. Les châteaux médiévaux, des lieux qui autrefois avaient été témoins de bravoure et d'honneur, servaient désormais de scène pour la consécration des bourreaux du Troisième Reich. Dans ces lieux chargés d'histoire, les SS, habillés de leurs uniformes noirs, avec l'emblème du crâne brillant sur leurs casquettes, s'engageaient à suivre aveuglément leur chef, même jusqu'à la mort. La cérémonie, imprégnée de symbolisme, visait à connecter les SS à un passé glorieux, un mensonge soigneusement élaboré pour justifier les atrocités qui allaient être commises. La conception de ces événements ne laissait rien au hasard. De la musique qui résonnait dans l'air au moindre détail de l'uniforme, tout était calculé pour créer un impact psychologique sur les participants et les spectateurs. La précision avec laquelle les SS marchaient, le rythme constant de leurs pas, représentaient non seulement la discipline militaire, mais aussi la marche inexorable vers l'abîme que le national-socialisme avait préparé pour l'Europe et le monde. Le visage des SS, caché derrière le masque de la discipline et du devoir, reflétait la déshumanisation qui leur avait été imposée. Ils étaient des soldats, certes, mais pas au service de la patrie ou de la liberté, mais d'une idéologie qui avait élevé la haine et la mort au rang de vertu. En regardant ces défilés, en écoutant ces serments, il était impossible de ne pas percevoir l'écho de quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Les SS, dans leur quête de pouvoir et de pureté, ne créaient pas quelque chose de nouveau. Ils réveillaient un démon qui dormait dans le cœur de l'humanité depuis des siècles. Au-delà du style, l'évolution de l'uniforme des SS est son objectif mortel. Au premier jour du Troisième Reich, les uniformes de la Schutzstaffel étaient rudimentaires et à peine distinguables de ceux des autres groupes paramilitaires qui ont prospéré en Allemagne dans les années 1920. Ils portaient des chemises marron simples, très similaires à celles des chemises brunes du Sturmabteilung. Ces uniformes, conçus pour promouvoir l'unité et la camaraderie, manquaient d'éléments distinctifs qui les feraient ressortir sur la scène politique et militaire de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. La transformation a commencé en 1932 avec l'introduction du brassard distinctif des SS. Un cercle blanc avec une croix gammée noire en son centre, symbole déjà adopté par le parti nazi en 1920, est apparu comme une marque encapsulant la mission des SS, la pureté raciale et la loyauté inébranlable à la vision de Hitler. Cette première modification se limitait à une touche symbolique, mais bientôt, une métamorphose plus radicale s'est produite. En 1934, Heinrich Himmler, déterminé dans ses objectifs, décida que ses troupes d'élite avaient besoin d'une tenue qui reflèterait leur autorité et leur brutalité. Il commanda à Karl Diebitsch de concevoir un uniforme qui serait la définition même de la discipline et de la terreur. Diebitsch, avec l'aide de Hugo Boss, un fabricant de vêtements de Metzingen, sculpta un ensemble destiné à laisser une marque indélébile dans la psyché allemande et européenne. Le résultat fut l'emblématique uniforme noir des SS, conçu pour être à la fois fonctionnel et visuellement frappant. Inspiré par la tenue des soldats de montagne bavarois, l'uniforme comprenait des bottes hautes, des culottes et des knickers. La couleur noire ne symbolisait pas seulement le deuil, mais offrait également un avantage pratique. Elle cachait mieux la saleté et l'usure que les couleurs plus claires. Cependant, le choix du noir avait un objectif plus sinistre. C'était une couleur qui évoquait la mort et la peur, un choix délibéré pour inspirer la terreur. Les insignes qui ornaient ces uniformes étaient ceux qui avaient le plus d'impact. Sur les patchs du col se trouvaient les runes des SS, symbole de pureté raciale et d'une connexion avec l'occulte. Le Totenkopf, porté sur les casquettes pointues, représentait l'indifférence impitoyable des SS envers la vie humaine. Et l'aigle des SS sur la manche droite affirmait la loyauté envers Hitler et la cause nazie, un emblème de pouvoir conçu pour inspirer autant d'admiration que de crainte. La symbolique de l'uniforme des SS n'était en rien une simple question d'esthétique. Chaque élément était soigneusement choisi pour transmettre un message clair de pouvoir et d'autorité. La couleur noire, l'élégance du design et les symboles inquiétants étaient destinés à projeter une image de discipline et de professionnalisme, tout en servant de rappel constant de la brutalité de l'organisation. Bien que Hugo Boss soit souvent mentionné dans la conversation sur la conception de CES uniformes, son rôle se limitait principalement à la production.
Diebitsch était le véritable artisan du design, travaillant en étroite collaboration avec Himmler pour créer une apparence incarnant la crainte et le respect. Boss, qui avait rejoint le parti nazi 2 ans avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, supervisait la fabrication des uniformes qui étaient produits dans des usines à travers toute l'Allemagne, souvent en utilisant de la main-d'œuvre forcée des pays occupés. L'impact terrifiant de ces uniformes fut immédiat et profond. Le design minimaliste et les symboles menaçants rendèrent les uniformes instantanément reconnaissables et profondément inquiétants. L'élégance et la perfection des uniformes, malgré leur sinistre beauté, servaient à déshumaniser les membres des SS, facilitant ainsi l'accomplissement de leurs tâches brutales sans remords. L'évolution de cet uniforme, avec son design méticuleux et sa symbolique terrifiante, a contribué à cimenter la réputation des SS comme l'une des organisations les plus redoutables et impitoyables de l'histoire moderne. Cependant, au fur et à mesure que la guerre avançait, les SS commencèrent à adapter leurs uniformes à différents environnements et rôles. Les Waffen-SS, par exemple, commencèrent à utiliser des variations de l'uniforme de campagne gris de l'armée, avec des insignes des SS. L'uniforme noir, bien qu'il soit resté emblématique, devint moins courant dans les situations de combat, car la fonctionnalité devenait plus importante que l'apparence. Les Waffen-SS, en outre, innovèrent en utilisant des motifs de camouflage sur l'uniforme, reflétant le besoin d'adaptabilité sur le champ de bataille. Drapeau de la suprématie, les emblèmes des SS et leurs messages de domination. L'histoire de la SS est marquée par des symboles qui représentaient la suprématie raciale et qui, en même temps, inspiraient une terreur viscérale chez tous ceux qui osaient se dresser sur leur chemin. Tout a commencé dans les années 20, lorsque le parti nazi a adopté la croix gammée comme son symbole principal, cet ancien emblème qui, entre les mains des nazis, a été dépouillé de sa signification originale pour devenir la représentation de la fierté nationaliste allemande et de la supposée identité aryenne. Heinrich Himmler fut celui qui impulsa l'incorporation de ces symboles à la SS. Dès 1933, après la prise de pouvoir par les nazis, Hitler, satisfait de son rôle dans la purge de la SA, annonça que la SS deviendrait une organisation indépendante, subordonnée uniquement à lui. Les symboles et les uniformes de la SS n'étaient pas choisis au hasard. Le drapeau nazi, conçu par Hitler lui-même, consistait en une croix gammée noire sur un disque blanc sur un fond rouge. Ce schéma de couleurs qui évoquait le drapeau de l'Empire allemand résonnait avec de nombreux Allemands qui rejetaient la démocratie et aspiraient au retour des jours glorieux du passé impérial. La croix gammée, avec ses racines ancestrales, fut appropriée par les nazis pour représenter ce passé glorieux et le renouveau puissant de la nation allemande. Avant le national-socialisme, la croix gammée était un emblème de bien-être et de divinité. Elle est née à des époques si anciennes que ses racines plongent dans le néolithique, il y a plus de 10 000 ans, lorsque des civilisations du monde entier gravaient ses 4 bras en angle droit sur des pierres et des céramiques. À ces époques lointaines, la croix gammée n'était rien de plus qu'un signe d'espoir, un talisman promettant prospérité et bonne fortune. Dans le vaste sous-continent indien, les hindous la voyaient comme la représentation du soleil, la lumière qui dissipe les ombres, tandis que pour les bouddhistes, elle était une empreinte auspice, les traces de Bouddha lui-même. Au fur et à mesure que l'humanité progressait, le symbole fut adopté par des cultures aussi disparates que les nordiques, où il était associé au marteau de Thor et les anciennes civilisations grecques et romaines, qui voyaient dans la croix gammée un signe de pouvoir et de protection. Cependant, au XIXe siècle, un groupe d'académiciens européens, armés de théories raciales défectueuses, lia la croix gammée à une supposée culture aryenne, qui, selon eux, reliait l'Europe et l'Asie. La SS, avec ses élégants uniformes noirs et ses insignes spéciaux, se voyait comme une caste supérieure, bien au-dessus des troupes d'assaut de la SA, avec leurs chemises brunes et leur discipline maladroite. Chaque élément de leur tenue et de leur symbole était imprégné d'un message sombre. Le drapeau de la SS, par exemple, présentait un cercle blanc avec une croix gammée noire en son centre, entourée d'une couronne de feuilles de chêne, symbole de force et de résistance. Ce n'était pas seulement un drapeau, c'était un étendard de domination. En effet, le drapeau de la SS flottait aux côtés de celui de l'Empire allemand,
cet étendard noir, blanc et rouge, après que Hitler et Hindenburg eurent émis un décret en 1933. Cet acte symbolique tentait de connecter le régime nazi avec le glorieux passé de l'Empire allemand, comme si la nouvelle Allemagne nazie était une continuation naturelle de ce pouvoir impérial. Les nazis employèrent également plusieurs runes. Ces anciennes marques qui avaient autrefois orné des pierres et des talismans ont vu leur destin réécrit par une organisation qui savait modeler la peur et la haine en symboles. Les nazis s'accrochèrent aux inventions d'un occultiste moderne, Guido von List, qui, avec un mélange de fantasmes et de délire, créa les runes armaniques, une version déformée des runes germaniques originales. La plus éminente de ces runes était la Sig, un éclair stylisé qui, sous le regard des dirigeants des SS, devint un emblème de victoire. Ce fut une adaptation libre que Karl Maria Willigut fit de Sowilo de Guido von List. Cette marque, qui avait autrefois représenté le soleil dans les anciennes cultures, était désormais utilisée pour identifier ceux qui servaient le Reich avec une dévotion aveugle et terrifiante. Ces runes, désormais chargées de significations sombres et manipulées pour servir une idéologie de haine, devinrent des outils de contrôle et d'endoctrinement. Les membres des SS, enveloppés dans une aura de mysticisme et de pouvoir, furent façonnés pour croire qu'ils étaient les gardiens d'un héritage ancestral, une race supérieure destinée à dominer le monde. Les drapeaux et étendards des SS s'étaient exhibés avec fierté lors des rassemblements et événements nazis, tels que les grands défilés annuels de Nuremberg. Ce symbole n'était pas seulement un reflet de la fierté et de la loyauté du peuple allemand envers le régime, mais aussi un outil d'intimidation, conçu pour inspirer la peur dans le cœur de leurs ennemis. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les symboles des SS furent interdits dans de nombreux pays et leur exposition est considérée comme un crime dans de nombreux CA. Cependant, ces symboles continuent d'être utilisés par des groupes néo-nazis comme rappel d'un chapitre sombre de l'histoire. Un chapitre que l'humanité ne doit pas oublier, bien que certains l'utilisent pour alimenter la haine et l'intolérance à l'heure actuelle. Talisman de la mort. Les armes et ceinturons symboliques qui ont façonné les SS. Dans l'Allemagne nazie, le jeu du symbolisme a atteint son apogée avec la création et l'utilisation de symboles mêlant l'ancien et le moderne, le sacré et le profane. Les SS ont trouvé dans les dagues cérémoniales et les boucles de ceinture non seulement des outils de guerre, mais aussi des artefacts chargés de signification, conçus pour façonner l'identité et la loyauté de leurs membres, et surtout pour projeter une aura de terreur. Ainsi est né le SS Ehrendolch, une dague d'honneur dont le design n'était pas un hasard, mais un acte méticuleux de manipulation historique. Le choix d'une dague suisse du XVIe siècle comme modèle n'était pas un simple caprice esthétique. La Suisse, avec sa réputation pour la production d'armes de haute qualité et ses mercenaires célèbres pour leurs compétences au combat, représentait tout ce que les nazis voulaient incarner, la suprématie raciale et la puissance militaire. Les SS ne pouvaient résister à la tentation d'ajouter une touche plus sinistre à cette création. Ils se sont inspirés de la dague Holbein, exposée au musée de la ville de Munich, qui portait gravée une image de la danse macabre, une œuvre de l'artiste allemand Hans Holbein le Jeune. Cette gravure macabre, où la mort conduit différents personnages vers leur fin inévitable, résonnait profondément avec la fascination des SS pour l'occulte et le mortel. C'était, en essence, la personnification de leur mission, être la mort elle-même, conduisant les indignes vers leur destin. La dague fut également conçue pour rappeler les chevaliers teutoniques, ces guerriers médiévaux enveloppés dans un code de chevalerie et de loyauté. Mais, au lieu de défendre la chrétienté, ces nouveaux chevaliers étaient dédiés à la cause nazie. Cette dague n'était pas donnée aux fonctionnaires. Ils devaient la mériter et sa remise se faisait lors d'une cérémonie chargée de mysticisme et de fanatisme. En fait, chaque 9 novembre, à la Feldherrnhalle de Munich, la cérémonie de remise de ces dagues était un spectacle chargé de ritualisme et de ferveur, invoquant un passé germanique idéalisé qui n'avait jamais existé, mais qui convenait parfaitement au projet du Troisième Reich. La boucle de ceinture des SS, ornée du redoutable Totenkopf, n'était pas en reste en termes de symbolisme. Le crâne avec des os croisés, un ancien symbole militaire prussien, fut réinterprété par les SS comme un emblème de suprématie raciale
et de mépris absolu pour la vie. Entourée de feuilles de chêne, symbole de résistance et de force, la boucle de ceinture devint un signe distinctif de ceux destinés à imposer le nouvel ordre, à travers la peur et la brutalité. Mais ces dagues et boucles de ceinture n'étaient pas de simples ornements. Leur objectif allait au-delà de l'esthétique. Elles étaient des outils soigneusement conçus pour insuffler à leurs porteurs un sentiment de supériorité et de destin. La dague, avec sa lame tranchante et son passé sombre, ne coupait pas seulement la chair, mais aussi tout lien avec ceux que le régime nazi considérait comme inférieurs, opposés à ses principes, marquant les membres des SS comme exécuteurs d'un destin arien suprême. Himmler, avec sa vision particulière de l'honneur, avait décrété que tout membre des SS avait le droit et le devoir d'utiliser sa dague contre quiconque déshonorait l'ordre ou insultait la famille d'un SS. L'exclusivité de ces dagues, réservées uniquement aux membres à part entière des SS, renforçait le sentiment d'élitisme au sein de l'organisation. Ceux qui avaient été suffisamment loyaux avant 1933, les anciens combattants, recevaient une version spéciale de la dague, avec une chaîne décorée de crânes et de runes, un symbole de leur statut dans la hiérarchie. Les hauts dirigeants, quant à eux, recevaient des dagues dorées, transformant l'acte de tuer en un rituel doré, un macabre hommage à leur dévotion envers le Führer. Les boucles de ceinture, pour leur part, servaient de rappel constant de la brutalité que les SS étaient destinés à déployer. Chaque fois qu'un membre des SS bouclait sa ceinture, il ne fixait pas seulement son uniforme, mais aussi sa loyauté à la cause, son engagement à la mission de purifier l'Europe de se considérer comme indigne de vivre. Les feuilles de chêne, emblème de la force germanique, et le crâne, témoignage de la mort toujours présente, se fondaient en une pièce de métal qui portait le poids de l'histoire et du sang versé en son nom. Avec le temps, ces symboles sont devenus plus que de simples objets d'ornement. En eux se condensait l'esprit d'une organisation qui voyait dans la mort et la destruction non seulement un moyen, mais une fin en soi. Les dagues et boucles de ceinture se transformèrent en insignes d'une élite qui se considérait au-dessus de la moralité commune, libre d'exercer le pouvoir sans compassion ni remords. La perversion de ces symboles atteignit son apogée dans les camps de concentration, où le Totenkopf devint le dernier visage que des milliers de personnes verraient avant de mourir. Les S-Totenkopf-Verbände utilisaient la boucle de ceinture comme une marque de leur appartenance à une caste dédiée à l'anéantissement. Et bien que le Troisième Reich soit tombé et que ces symboles aient été interdits dans de nombreux endroits, ces artefacts, chargés d'un symbolisme qui va au-delà du simple décoratif, restent des témoins silencieux de la barbarie qui un jour a régné sur l'Europe. Marque indélébile de domination, l'utilisation des tatouages dans la terreur nazie. Alors que la majorité de la population de l'époque associait les tatouages aux criminels et aux marginaux, le régime nazi a trouvé des moyens pervers d'utiliser ces symboles de manière à s'aligner avec leur idéologie de supériorité et de discipline. Tandis que dans la vie civile, les tatouages étaient un stigmate, dans l'univers des SS, ils se transformaient en marques de statut et de contrôle implacable, associés à leurs normes de beauté et d'esthétique. À partir de 1933, les SS ont commencé à intégrer les tatouages dans leur régime disciplinaire, mais tous les membres des SS ne portèrent pas ces symboles. Les tatouages les plus courants étaient ceux du groupe sanguin, notamment parmi les soldats de la Waffen-SS. Ces tatouages, situés sur l'avant-bras gauche, étaient une aberration pragmatique dans un monde obsédé par la pureté. La lettre A, B, AB ou O servait de marque d'utilité médicale, une mesure désespérée pour faciliter les transfusions rapides dans le chaos de la bataille. Cependant, dans la sombre réalité de la guerre, où la vie d'un soldat pouvait changer pour le pire en un instant, ces tatouages sont devenus une sentence d'identité, un rappel perpétuel de l'appartenance à un groupe qui serait bientôt persécuté et traqué. Une fois la guerre terminée, ces tatouages ont aidé à identifier certains membres de la Waffen-SS pour qu'ils soient jugés pour crimes de guerre. Même parmi les Alliés, il était facile d'identifier les ennemis en observant simplement leurs bras. Par exemple, on sait qu'Heinrich Himmler et les autres hauts responsables de la Schutzstaffel n'avaient pas de tatouage. Pour eux, il n'était pas nécessaire car ils n'étaient pas sur le champ de bataille.
Dans le cas des officiers allemands qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont tenté d'effacer leurs tatouages pour éviter d'être identifiés, que ceux, soit en se tirant dans le bras ou en payant des médecins sous la table. Mais à mesure que le conflit avançait, l'utilisation des tatouages dans les camps de concentration est devenue un outil brutal de déshumanisation. En octobre 1941, les nazis ont commencé à tatouer des numéros de série sur les prisonniers, une pratique qui a été initialement introduite à Auschwitz. Le besoin d'identifier les prisonniers de manière plus fiable est devenu impératif, compte tenu du grand nombre de victimes et de la confusion constante. Les numéros, gravés avec une précision impitoyable sur l'avant-bras gauche, sont devenus la nouvelle façon de marquer le corps humain comme une simple marchandise de l'État. L'encre bleue frottée sur les plaies sanglantes servait à garantir que la marque restait indélébile, un rappel sinistre de la position des prisonniers dans la hiérarchie cruelle du camp. L'introduction de ces tatouages à Auschwitz était une manifestation physique du mépris nazi pour la dignité humaine. Le processus d'application de ces tatouages, qui comprenait l'utilisation de tampons métalliques et d'aiguilles, était douloureux et humiliant. Les numéros ne servaient pas seulement à identifier les prisonniers, mais aussi à leur rappeler quotidiennement leur perte d'identité. Les prisonniers étaient réduits à des chiffres, leurs noms, leur passé et leurs espoirs effacés par la brutalité du régime. D'autre part, les tatouages dans les camps de concentration reflétaient également la structure de pouvoir au sein du système des camps. Tout d'abord, ceux qui portaient le tatouage du groupe sanguin étaient considérés comme faisant partie des troupes d'élite, ce qui impliquait un statut spécial au sein de l'organisation. Dans le cas des détenus des camps de concentration, les numéros les plus bas indiquaient les prisonniers qui étaient arrivés les premiers, tandis que les numéros les plus élevés désignaient ceux qui étaient nouveaux dans le système. Pour beaucoup de descendants des survivants de l'Holocauste, reproduire le tatouage d'un membre de la famille est devenu un acte de commémoration et un lien avec l'histoire. Ces tatouages se sont transformés en symboles de résistance et de mémoire, un témoignage vivant d'une histoire qui ne doit jamais être oubliée. Dans chaque numéro gravé sur la peau, dans chaque marque qui défigurait le corps humain, se trouve un fragment du legs nauséabond d'un système qui a tenté d'éradiquer l'essence même de la dignité humaine. De Memento Mori à symbole du mal, la sombre évolution du Totenkopf. Sur les sombres chemins de l'histoire, peu de symboles ont suscité autant d'horreur que le Totenkopf, la tête de mort, qui, dans ses racines les plus profondes, n'a pas toujours été l'emblème de la mort et de la terreur que le monde en viendrait à connaître. Né au cœur du militarisme prussien au XVIIIe siècle, ce crâne couronné d'os croisés s'est d'abord élevé comme un rappel Memento Mori, un symbole de la fugacité de la vie et du sacrifice en bataille. Cependant, le destin, toujours capricieux, avait d'autres plans pour cet emblème, le destinant à une transformation sombre qui le marquerait à jamais. Dans les décennies de 1730 et 1800, lorsque l'Europe était plongée dans des guerres de succession et des affrontements impériaux, le Totenkopf ornait les uniformes noirs du régiment des hussards numéro 5 de Frédéric le Grand. Ces hussards, avec leurs uniformes sombres et le symbole du crâne brillant sur leur chapeau, sont devenus une représentation de la mort elle-même sur le champ de bataille. Un avertissement pour ceux qui osaient affronter la machine prussienne. Puis, en 1809, lorsque le duc de Brunswick-Wolfenbüttel leva sa force volontaire pour combattre Napoléon, le Totenkopf réapparut, cette fois comme un symbole de deuil et de vengeance. Les Black Brunswickers, avec leurs uniformes sombres et leurs crânes comme emblème, marchèrent à la guerre avec la mort dans le dos et le sang dans le cœur. Mais ces temps, bien que marqués par la violence, pâlissent en comparaison de ce que le Totenkopf en viendrait à représenter sous le joug de la croix gammée. L'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933 fut le prélude à une ère de ténèbres pour l'Europe et le Totenkopf, ressuscité du passé, devint l'emblème parfait pour la Schutzstaffel. Julius Schreck fut l'artisan de cette résurrection, prenant le crâne comme symbole de loyauté inébranlable, de sacrifice jusqu'à la mort pour le Führer et la nation allemande. Mais sous le regard froid d'Heinrich Himmler, le chef de la SS, ce symbole acquit une nouvelle signification, teintée de fanatisme, de cruauté et de mépris pour la vie humaine. Dans les camps de concentration et d'extermination qui surgirent sous l'administration de la SS Totenkopfverbände, le Totenkopf devint le visage visible d'un régime dédié à l'annihilation.
Les hommes qui portaient ce symbole sur leurs uniformes étaient les bourreaux de millions de personnes, les architectes d'une horreur si vaste qu'elle défie la compréhension. Ces camps, disséminés dans toute l'Europe, d'Auschwitz à Treblinka, devinrent les hôtels de la mort où le Totenkopf régnait comme un dieu sombre, impassible face à la souffrance et au désespoir qui l'entourait. Le Totenkopf marcha également à la guerre, non seulement dans les camps d'extermination, mais aussi au front, où la 3e division Panzer de la SS Totenkopf se fit un nom, non pas pour sa bravoure, mais pour sa brutalité et son mépris total des lois de la guerre. Formée à partir des mêmes hommes qui gardaient les camps de la mort, cette division se lança dans le combat avec une férocité qui ne peut naître que d'une haine fanatique, une haine qui ne faisait pas de distinction entre les soldats ennemis et les civils innocents. Dans les terres dévastées de la France, de la Russie et au-delà, le Totenkopf laissa une marque indélébile, une trace de sang et de cendres qui tache encore aujourd'hui les pages de l'histoire. Sous le commandement d'hommes comme Theodor Eicke, la division Totenkopf s'engagea dans une guerre sans merci, une guerre où la vie n'avait aucune valeur et où la mort était la seule constante. Les massacres de civils, l'exécution sommaire de prisonniers et la destruction insensée devinrent leur carte de visite. À chaque combat, dans chaque village ravagé, le Totenkopf brillait d'un éclat maléfique. Cependant, le Totenkopf fut aussi un outil d'endoctrinement, une marque qui, une fois adoptée, consumait celui qui la portait, le transformant en un instrument du mal le plus absolu. Himmler, dans sa vision perverse du monde, voyait dans le crâne non seulement un rappel de la mort, mais un appel à l'immortalité à travers le sacrifice total pour la cause nazie. Pour lui, le Totenkopf était la manifestation visuelle d'un credo où la mort, loin d'être redoutée, devait être embrassée comme un devoir sacré. L'héritage du Totenkopf est en fin de compte un héritage d'horreur. Bien que ses origines soient loin d'être sombres, c'est sous le régime nazi que ce symbole est devenu l'incarnation même de la mort et de la souffrance. Dans les années qui suivirent l'effondrement du Troisième Reich, le Totenkopf ne disparut pas, mais continua à exister dans l'ombre, adopté par ceux qui adhèrent encore à l'idéologie de haine et de mort qui gouvernait autrefois l'Europe. Entre les mains de groupes néo-nazis et d'organisations de haine, le crâne reste un symbole de violence, un rappel que, bien que le Troisième Reich ait été vaincu, ces idées toxiques persistent encore aux marges de la société. Mais l'histoire du Totenkopf n'est pas seulement l'histoire d'un symbole, c'est l'histoire de la façon dont un emblème peut être corrompu, de la manière dont l'humanité, dans sa quête de pouvoir et de domination, peut transformer même les idées les plus inoffensives en outils d'oppression. Le crâne, autrefois un rappel de la mortalité et du sacrifice, est devenu un emblème de l'immortalité à travers la violence, un avertissement de ce qui se passe lorsque le pouvoir est remis aux pires instincts de l'homme. Entre les murs maudits, la renaissance sombre de Wewelsburg sous le Troisième Reich, le château de Wewelsburg, niché dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, porte en lui des siècles d'histoire qui semblent s'incruster dans ses murs comme des cicatrices indélébiles. La forteresse, construite à l'origine au IXe siècle, a été témoin des aléas de l'histoire allemande, depuis les batailles entre tribus germaniques et romaines jusqu'à l'éclat de la Renaissance. Cependant, son nom serait à jamais terni au XXe siècle, lorsqu'il devint un sombre emblème de l'idéologie nazie sous le regard fanatique de Heinrich Himmler. Au début du XVIIe siècle, le château, alors simple construction défensive, fut transformé par le prince-évêque de Paderborn en une résidence au pur style Renaissance. Esses Murs, autrefois témoins de la défense contre les envahisseurs, furent recouverts de stucs et de décorations qui témoignaient d'une époque d'opulence et de pouvoir ecclésiastique. Mais cet éclat ne serait pas éternel. Les flammes et la négligence finirent par amener le bâtiment à un état de ruine, presque oublié par le temps et l'histoire. C'est dans les années 30 du XXe siècle que Wewelsburg reprit de l'importance. Himmler, dans son désir de doter la SS d'un centre spirituel et symbolique, porta son regard sur la vieille forteresse. Le château, avec son plan triangulaire unique, fut choisi non seulement pour sa structure, mais aussi pour sa proximité avec l'emplacement légendaire de la bataille de la forêt de Teutobourg, où les Germains avaient infligé une défaite écrasante aux légions romaines en l'an 9.
Cet endroit était chargé d'un symbolisme que Himmler ne pouvait ignorer. Ainsi commença la métamorphose de Wewelsburg sous le joug du régime nazi. Les réformes furent vastes et aucun effort ne fut épargné, bien que ces ressources proviennent de la source la plus vile, le travail forcé. Près du château, un camp de concentration fut établi où des prisonniers de toute l'Europe étaient exploités jusqu'à la mort, leurs corps affaiblis par la malnutrition et les maladies, leurs âmes brisées par la brutalité des gardes SS. À l'intérieur de ces murs, Himmler ordonna la création de la salle des généraux de la SS et d'une crypte, deux espaces chargés de symbolisme mystique. La salle, ornée de l'emblème de la Sonnenrad, un symbole ésotérique que Himmler associait à l'héritage aryen ancien, devait être le lieu où les plus hauts officiers de la SS se réuniraient pour mener des rituels qui, selon eux, renforceraient leur connexion avec ce passé mythique qu'ils cherchaient tant à raviver. Dans la crypte, en revanche, il était prévu d'honorer les membres tombés de la SS, comme si l'endroit était un sanctuaire destiné aux martyrs de leur cause. L'obsession de Himmler pour Wewelsburg ne connaissait pas de limite. Il rêvait d'étendre le château jusqu'à en faire le centre du monde, un complexe colossal d'où le Troisième Reich dominerait la planète après sa victoire finale. Les plans étaient grandioses, démesurés, reflétant la mégalomanie du chef de la SS. Cependant, ces rêves de grandeur furent interrompus par la dure réalité de la guerre. À mesure que le conflit avançait et que les défaites s'accumulaient, les ressources commencèrent à se raréfier et les travaux à Wewelsburg ralentirent jusqu'à presque s'arrêter complètement. Mais le destin du château n'était pas scellé avec l'effondrement du régime nazi. Dans les derniers jours de la guerre, alors que les armées alliées approchaient inexorablement, Himmler ordonna la destruction de Wewelsburg pour qu'il ne tombe pas aux mains de l'ennemi. La destruction fut partielle. Des explosifs insuffisants et une retraite précipitée laissèrent le château dans un état de dévastation incomplète, tel un cadavre mutilé abandonné sur le champ de bataille. Après la guerre, Wewelsburg fut occupé par les forces alliées, puis soumis à un processus de restauration qui dura plusieurs années. En 1950, le château rouvrit ses portes en tant que musée et auberge de jeunesse, une tentative pour racheter le lieu de son passé sombre. Cependant, l'ombre du nazisme était trop longue pour être ignorée, et en 1977, il fut décidé de transformer le château en un monument commémoratif, rappelant non seulement les atrocités commises, mais aussi l'idéologie qui les a inspirées. Le musée de Wewelsburg, inauguré en 1982, commença à montrer au public la réalité cachée derrière les murs de la forteresse. Les objets exposés, les photographies, les documents, tout racontait l'histoire d'un lieu qui avait été témoin du côté le plus sombre de l'humanité. Au fil des ans, le musée a continué à évoluer, approfondissant l'étude de l'idéologie et de la terreur incarnée par la SS. En 2010, une nouvelle exposition permanente intitulée « Idéologie et terreur de la SS » fut ouverte au public, offrant un regard encore plus perçant sur la façon dont Wewelsburg fut utilisé comme outil de la machine de propagande nazie. Le château est également devenu un lieu de commémoration pour les victimes du camp de concentration de Niederhagen, où au moins 1285 personnes ont perdu la vie. Un monument fut érigé en leur mémoire en l'an 2000, un rappel silencieux des vies brisées par la barbarie nazie. Féminité corrompue. Comment les femmes du Troisième Reich ont embrassé la brutalité nazie. L'histoire des femmes des forces du Troisième Reich est une histoire teintée d'ombre, d'ambition et d'un zèle qui dépasse ce que le monde pourrait comprendre comme rationnel. Alors que l'Europe saignait sous le joug nazi, ces femmes, enveloppées dans la sévérité d'un uniforme qui les égalait en cruauté à leurs homologues masculins, embrassaient la brutalité et la haine comme faisant partie de leur essence. Le SS Elferinnenkorps les lançait de plein fouet dans la machine de mort, dans des rôles qui semblaient petits, mais qui, en réalité, les transformaient en pièces essentielles d'un engrenage génocidaire. Ce corps représentait une opportunité pour celles qui, jusqu'alors, avaient été reléguées à l'ombre du foyer et de la maternité. Cette division de la SS n'était pas un simple groupe de soutien. Elle se transforma en un escadron de bourreaux, où environ 10 000 femmes trouvèrent leur place, que ce soit en tant que gardiennes dans les camps de concentration ou dans des tâches administratives impliquant la création de listes d'exécution. Ces femmes, jeunes, pour la plupart âgées de 17 à 30 ans,
étaient recrutées à travers des campagnes de recrutement qui faisaient appel à leur loyauté envers le Reich. Elles étaient formées pour répondre à des critères physiques spécifiques, car dans l'idéologie nazie, l'apparence n'était pas un simple accessoire, mais une déclaration de pureté et de supériorité raciale. Ainsi, à une époque où le maquillage et les bijoux étaient réprimés parce qu'ils étaient considérés comme des artifices de vanité, les femmes de la SS adoptaient une esthétique qui fusionnait la rigidité militaire avec une version grotesque de la féminité. Leurs uniformes, conçus pour imiter ceux des hommes, avec des bottes qui résonnaient sur le sol comme un écho de pouvoir et d'autorité, contribuaient à une présence qui était autant redoutée que détestée. En 1942, le besoin de personnel dans les camps de concentration ouvrit la porte aux premières gardiennes dans des lieux comme Auschwitz et Ravensbrück. Le mot Aufseherin devint synonyme de terreur pour les prisonnières, qui avaient le malheur de se retrouver sous le regard vigilant de ces femmes. Dans les camps de femmes comme Ravensbrück, où les surveillantes supérieures et les chefs de camp détenaient un pouvoir presque absolu, des hiérarchies cruelles furent établies. Ces femmes dirigeaient d'une main de fer, gérant les listes de travaux forcés et les comptages quotidiens, décidant d'un geste qui vivrait un jour de plus et qui ne le ferait pas. Mais elles n'étaient pas de simples spectatrices. Bien que les exécutions de masse aient généralement été réservées aux hommes de la SS, ces femmes ne restaient pas innocentes. Elles participaient activement à la sélection des victimes et à l'application des règles impitoyables du camp. La relation entre les femmes et les hommes de la SS était complexe, un mélange de camaraderie et de compétition. Himmler, l'architecte de la SS, promouvait l'idée que les gardiennes étaient égales aux hommes, un message que ces femmes adoptèrent avec ferveur. Cependant, dans l'obscurité des camps, beaucoup cherchaient à prouver leur valeur et leur loyauté en imitant la brutalité masculine. Le résultat était une danse macabre de pouvoir, où l'identité féminine se tordait et se déformait, devenant une arme mortelle. L'uniforme qu'elles portaient, avec leurs bottes d'équitation et leurs jupes conçues pour maintenir une apparence de féminité, était bien plus que des vêtements. C'était un symbole de la discipline de fer que le régime exigeait, une discipline qui déshumanisait à la fois ceux qui le portaient et ceux qui le subissaient. L'image d'une femme aux cheveux méticuleusement coiffés, adoptant des postures rigides et militarisées, tout en donnant des ordres de mort, est une image que le monde a tenté d'oublier, mais qui reste latente dans le tissu de l'histoire. Le conflit interne que ces femmes affrontaient, si jamais elles l'ont fait, restait caché derrière une façade de loyauté et d'obéissance aveugle. Se conformer à l'idéal de beauté arien n'était pas seulement une question de vanité, c'était une obligation idéologique, une façon de s'affirmer dans un système dominé par les hommes. Mais ce pouvoir, qui cherchait à les égaler à leurs homologues masculins, les plongeait encore plus profondément dans la cruauté. Beaucoup d'entre elles adoptèrent des comportements brutaux comme une façon de prouver leur valeur, devenant aussi impitoyables que les hommes qu'elles cherchaient à impressionner. Les femmes qui ne se conformaient pas à cette norme faisaient face non seulement au rejet social, mais aussi au danger d'être considérées comme inadaptées à la mission du Reich. Celles qui correspondaient à cet idéal, avec leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus, étaient célébrées comme les mères du futur arien, tandis que celles qui échouaient étaient reléguées, leurs chances de progresser dans la structure nazie considérablement limitées. L'effort pour maintenir cette image de perfection arienne fut accompagné d'une propagande implacable. Les médias nazis ne se contentèrent pas de promouvoir ces idées, ils les imposaient à travers une campagne constante qui glorifiait les valeurs raciales du Reich. Les femmes de la SS, en particulier celles occupant des rôles de pouvoir, se voyaient forcées de se conformer à cette image, non seulement comme une façon de survivre dans le régime, mais aussi comme un moyen d'exercer contrôle et pouvoir sur les autres. Ainsi, le SS Elferinnenkorps et les gardiennes des camps de concentration ne furent pas de simples notes de bas de page dans l'histoire du nazisme. Elles furent des participantes actives, dont les actions, bien que souvent oubliées ou minimisées, furent essentielles au fonctionnement de la machine génocidaire du Troisième Reich. Ces femmes ne portaient pas seulement des uniformes impeccables, elles portaient aussi le poids d'une haine institutionnalisée. Une haine qui se manifestait dans chaque ordre qu'elles donnaient, dans chaque prisonnier qu'elles désignaient pour la mort. Nazi à l'écran, le charme sombre du mal dans la culture populaire.
Dans l'obscurité réconfortante d'une salle de cinéma, l'écran commence à s'illuminer, projetant des images qui ont façonné la perception de générations sur l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. La représentation du régime nazi, en particulier à travers la lentille de Hollywood, a tissé une narration qui, malgré ses prétentions de condamnation, a laissé une marque indélébile dans la culture populaire. Dès les premières séquences, Adolf Hitler apparaît comme une figure presque mythique, un archétype du mal absolu. Dans l'esprit des spectateurs, son image se mêle à celle du démon, l'antagoniste par excellence. Hollywood, avec son talent pour transformer des réalités complexes en récits simplifiés, a fait du Führer une sorte de méchant de bande dessinée, dépouillé de son humanité, ce qui, paradoxalement, l'a rendu encore plus redoutable. Des productions comme The Man in the High Castle n'ont pas seulement exploré une histoire alternative dans laquelle l'Axe a gagné la Seconde Guerre mondiale, mais ont également perpétué l'image d'un Hitler vieillissant, mais encore puissant, régnant sur un monde dystopique. Il n'est donc pas surprenant que la figure d'Hitler ait été représentée dans tant de films. Dans Downfall, sa fin dans le bunker de Berlin est devenue un spectacle morbide, une descente dans la folie que les spectateurs ont pu observer depuis le confort de leur siège. Le film, bien qu'acclamé pour son exactitude historique, a également alimenté la fascination du public, offrant un regard voyeuriste sur le crépuscule du dictateur. Cependant, la représentation du nazisme ne se limitait pas à la figure d'Hitler. La Schutzstaffel est devenue un symbole du mal dans sa forme la plus pure. Des films comme Schindler's List et Inglourious Basterds n'ont pas seulement présenté la SS comme une machine à tuer, mais l'ont transformée en une icône visuelle, un emblème de la terreur qui, avec le temps, s'est métamorphosé en quelque chose de plus sombre et complexe. L'uniforme noir de la SS, avec sa symétrie implacable et ses lignes austères, est devenu une sorte de fétiche dans la culture populaire. Hollywood, en pleine conscience de cela, ou peut-être sans s'en rendre compte, a transformé cette tenue en un symbole de pouvoir, un pouvoir qui, malgré son association à la brutalité, a commencé à être admiré. Des créateurs de mode se sont inspirés de ces uniformes, les dépouillant de leur contexte historique et les vendant comme des déclarations stylistiques, une tendance que beaucoup ont appelée nazi-chic. La mode, tout comme le cinéma, a la capacité de décontextualiser, et dans ce cas, elle l'a fait avec des conséquences inquiétantes. Au cinéma, les nazis ont commencé à être représentés non seulement comme des méchants, mais aussi comme des figures presque théâtrales, excessives dans leur mal, mais aussi dans leur charisme. Le personnage de Hans Landa dans Inglourious Basterds, interprété magistralement par Christoph Waltz, est un exemple parfait de cette dualité. Landa est charmant et terrifiant à la fois, un monstre aux manières impeccables. Cette représentation, bien qu'efficace du point de vue narratif, a dilué la véritable nature du nazisme, le transformant en une sorte de spectacle grotesque, plutôt qu'en une menace réelle. Et ainsi, tandis que les spectateurs applaudissaient la défaite de CS méchant à l'écran, Hollywood continuait d'alimenter un cycle pervers. La SS, qui en réalité était composée d'agents de génocide et d'oppression, est devenue un symbole du mal qui pouvait être inséré dans n'importe quelle narration, indépendamment de son contexte historique. Ce déracinement a permis à l'iconographie nazie d'être utilisée dans tout, des jeux vidéo aux campagnes publicitaires, perdant ainsi sa connexion avec l'horreur véritable qu'elle représentait. L'ironie la plus sombre, cependant, réside dans la manière dont Hollywood a sexualisé et fétichisé les figures féminines du nazisme. Des personnages comme Ilsa, la She-Wolf of the SS, n'ont pas seulement perverti la narration historique, mais ont aussi transformé les femmes nazies en figures de désir, fusionnant sadisme et érotisme. Ce type de représentation perpétue l'idée que le mal peut être attrayant, voire séduisant. Mais l'influence de Hollywood ne s'est pas arrêtée aux frontières du cinéma. La musique, la littérature et d'autres médias ont également été imprégnés de ces représentations. Des compositeurs comme Wagner, dont les œuvres étaient promues par le régime nazi, continuent d'être interprétés, leurs compositions résonnant dans des auditoriums remplis d'auditeurs qui peut-être ignorent ou préfèrent oublier la charge idéologique de ces notes. La littérature, quant à elle, oscille entre la critique et l'exploitation, avec des romans et des essais qui tentaient de déchiffrer la psyché des dirigeants nazis, mais qui finissaient souvent par les romantiser.
L'utilisation du nazisme comme outil de propagande n'est pas nouvelle, mais la manière dont elle a été perpétuée dans la culture populaire témoigne de son pouvoir. Joseph Goebbels, le maître de la propagande nazie, a mieux compris que quiconque l'importance de contrôler la narration, de répéter un message jusqu'à ce qu'il devienne vérité. Ce principe, bien que déformés et adaptés, sont toujours vivants dans la manière dont les médias manipulent la perception publique, utilisant les mêmes tactiques de simplification, d'appel émotionnel et de diabolisation des opposants. En fin de compte, la représentation du nazisme dans la culture populaire a créé une paradoxale inquiétante. D'un côté, elle a servi à rappeler au monde les horreurs de la tyrannie et de l'extrémisme, mais de l'autre, elle a contribué à la trivialisation et à la décontextualisation de ces mêmes horreurs. Le cinéma, la musique, la mode et la littérature ont transformé le régime nazi en un symbole, une icône qui, bien qu'elle représentait à l'origine le mal absolu, a été dépouillée de son contexte historique, devenant un simple outil narratif. Ainsi, à chaque image, à chaque note musicale, à chaque ligne écrite, l'ombre du nazisme continue de rôder, non seulement comme un rappel de ce qui fut, mais comme un reflet de ce qui pourrait être. Car à l'ère de l'information, où les images et les mots sont les armes les plus puissantes, l'histoire ne se contente pas d'être rappelée, elle est aussi réécrite.